Hello la team, j'espère que toutes et tous vous allez bien. La question du jour, et si nos assiettes parlaient de nous bien plus que nous le pensons? Quand on parle d'alimentation, on pense spontanément à la santé, aux calories ou au régime. Pourtant, manger ne se résume pas à nourrir le corps. Notre alimentation est aussi un langage, une manière d'exprimer qui nous sommes, comment nous vivons et parfois ce que nous ressentons sans le dire. À travers notre façon de manger se révèle notre histoire personnelle, notre rapport aux émotions, notre place dans la société et notre relation aux autres. Je vais donc vous montrer que l'alimentation est à la fois un phénomène psychologique et sociologique, et aussi qu'elle parle souvent davantage de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Contrairement à ce que l'on croit, on ne mange pas uniquement quand on a faim. Très souvent, on mange pour gérer des émotions, comme le stress, la fatigue, l'ennui, la solitude ou encore la frustration. Par exemple, souvent en fin d'après-midi, vers 17-18 heures, beaucoup de personnes ressentent une envie soudaine de grignoter. Ce n'est pas forcément une faim physique, mais plutôt soit une baisse d'énergie, un besoin d'une pause ou un besoin de réconfort après une journée chargée. La nourriture devient alors une réponse rapide pour apaiser une tension intérieure. Ces situations sont fréquentes, comme manger du chocolat après une journée stressante, grignoter devant la télévision le soir, manger davantage quand on se sent seul ou fatigué. Dans ces moments-là, la nourriture apporte un apaisement immédiat ou une distraction et peut-être aussi une sensation de sécurité. Ce mécanisme n'est ni un défaut ni un manque de volonté. C'est un mécanisme d'adaptation que le cerveau apprend rapidement. Quand je ressens ça, manger me soulage. Beaucoup d'entre nous entretiennent une relation de contrôle avec l'alimentation, prévoyant des aliments interdits, des règles strictes et la culpabilité après avoir mangé. Psychologiquement, le contrôle donne l'impression de bien faire et de se maîtriser. Mais, à long terme, il produit souvent l'effet inverse. Exemple très courant. On mange très raisonnablement toute la journée, puis le soir. Les envies deviennent plus fortes et on mange davantage que prévu. Ce n'est pas un manque de discipline, mais un relâchement naturel après une journée de pression. Il faut savoir que plus le contrôle est rigide, plus le corps finit par se rebeller. Il est à noter également que l'alimentation est un lien social, car manger n'est pas un acte isolé, c'est un acte social profondément lié aux relations humaines. On mange notamment en famille, entre amis, lors des fêtes, pour célébrer ou se réunir tout simplement. Refuser un plat peut parfois être perçu comme un refus de la relation elle-même. C'est pourquoi beaucoup de personnes mangent sans faim, pour ne pas vexer, pour faire plaisir, pour se conformer au groupe. Par exemple, lors d'un repas de famille, on peut se resservir par politesse, même si l'on n'a plus vraiment faim. Il est à noter que nous répondons à des normes sociales et des injonctions contradictoires. Notre société, par exemple, envoie des messages. Profitez, faites-vous plaisir. Mais dans le même temps, soyez mince, contrôlez-vous. Le résultat est une tension permanente entre plaisir et culpabilité, particulièrement forte et prégnante chez les femmes. Les réseaux sociaux, la publicité et les images de corps idéalisés renforcent cette pression. On ne mange plus seulement selon ses besoins, mais aussi et selon une image à atteindre. Enfin, notre alimentation dépend aussi de notre temps disponible, du budget, de notre environnement et de notre éducation alimentaire. Les choix que nous faisons en termes d'alimentation ne sont donc jamais totalement libres. Ils sont souvent influencés par des conditions sociales et matérielles. Prenons des exemples concrets du quotidien. Beaucoup de personnes mangent devant la télévision ou au téléphone. Dans ce cas,
on mange souvent sans s'en rendre compte. Ce comportement traduit un besoin d'éteindre le mental ou une difficulté à être pleinement présent, ou parfois même un besoin de combler un vide. La nourriture est donc ainsi un moment d'accompagnement, elle n'est plus vraiment dégustée. Autre situation fréquente, je n'aurais pas dû manger ça. Ce que l'on appelle un craquage est souvent le résultat soit d'une interdiction mentale, soit d'une fatigue émotionnelle, soit d'un besoin non satisfait. Plutôt que de parler d'échec, on peut se demander « De quoi avais-je véritablement besoin à ce moment-là ?» En résulte la culpabilité qui est très présente dans notre rapport à l'alimentation. Elle traduit une moralisation de la nourriture. Certains aliments sont vus comme bons et d'autres comme mauvais. Pourtant, la culpabilité ne régule rien. Elle enferme dans un cycle répétitif. Manger, culpabiliser, se restreindre, perdre le contrôle. Et ça repart. Manger, culpabiliser, se restreindre, perdre le contrôle. Alors qu'est-ce qu'une alimentation apaisée? Est-ce que ça signifie manger parfaitement? Pas simplement. Elle signifie écouter ses sensations, reconnaître ses émotions, manger avec plus de conscience et moins de jugement. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion de l'alimentation, mais de la comprendre. Quand on remplace la culpabilité par la curiosité, l'alimentation devient un espace d'écoute plutôt qu'un champ de bataille. Pour conclure, notre alimentation dit beaucoup de nous, de notre histoire, de nos émotions, de notre rapport au contrôle et de notre place dans la société. Manger n'est jamais un acte neutre. C'est un comportement profondément humain, influencé à la fois par notre psychologie et par notre environnement social. Comprendre cela permet de porter un regard plus bienveillant sur soi et sur les autres et d'ouvrir ainsi la voie à une relation plus sereine avec la nourriture. On peut donc ainsi en conclure que manger, finalement, c'est aussi une manière de parler de soi, mais sans mots. Alors, mes amis, régalez-vous de la vie, régalez-vous des mets, bien sûr, mais pas que terrestres. Régalez-vous peut-être à écouter mes petits éditos chaque semaine, et surtout, soyez sages, mais pas trop.